Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle émission sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Ruben Amorim. Pourquoi on parle de lui? Parce que il fait la une en ce moment de l'actualité footballistique. Pour cause, il va faire ses grands débuts sous les couleurs de Manchester United ce week-end, donc en championnat. Ça fait un petit moment que son arrivée à Manchester United a été annoncée. Du coup, son départ du Sporting a été annoncé. Mais c'est officiellement ce week-end qu'il va vraiment prendre les commandes de Manchester United. Donc c'est le moment de revenir sur cette arrivée de Ruben Amorim à Manchester United qui a tant fait parler ces dernières semaines. Pour en parler, je vous ai ramené un spécialiste, donc Faisal, qui est community manager du compte, de l'excellent compte M United FR. Donc salut Faisal, bienvenue sur la chaîne. Salut à tous. Donc, je te laisse quelques secondes pour te présenter, pour présenter aussi ton rapport à Manchester United. Donc, je sais que tu es un grand passionné de ce club. Si tu peux nous raconter d'où vient cette passion et ce que tu fais quotidiennement pour la communauté française, francophone de Manchester United, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, donc je suis supporter de United depuis que j'ai souvenir de regarder du foot. Voilà. Je le suis devenu quand j'étais môme parce que moi je suis auxerrois, donc il y avait j'ai vu et j'ai trouvé ce club anglais où il y avait une filiation, où il y avait quelqu'un qui était sur la durée. J'ai trouvé des points communs avec mon club français à moi et depuis voilà, c'est devenu mon club à l'étranger. Ensuite, sur le compte pour la communauté FR, oui, je suis CM depuis peu sur la page Manchester United France. J'ai également donc on traduit un petit peu. Moi, je m'occupe surtout, enfin, pour l'instant, je m'occupe surtout de la section vidéo qu'on a lancée il y a quelques semaines sur YouTube et TikTok. Et je traduis aussi quelques déclarations de personnes du club, que ce soit Gary Neville dans ses émissions, enfin voilà, ce que les anciens peuvent dire. J'ai traduit au français et puis voilà, globalement mon rôle. Ah ouais, nouveau projet vidéo pour votre C'est compte ça. avec l'ouverture de la chaîne YouTube, du compte TikTok. Je mettrai tout en description. Et que vous aimiez Manchester United ou pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils proposent sur leur compte en tout cas. Faisal, on va parler de l'actualité de ton club, on va parler de Ruben Amorim pendant un petit moment. On va essayer d'être le plus complet sur la question du nouvel entraîneur de Manchester United. Donc, pour commencer, j'aimerais avoir ta première impression sur Ruben Amorim. Comment est-ce que tu as vécu déjà les rumeurs avant même que ça soit officialisé? Quel regard tu avais sur cet entraîneur qui a principalement coaché au Portugal? Déjà, il y a forcément, je le connais moins bien que toi ou que les suiveurs de ta chaîne. Moi, j'avais quand même des a priori positifs pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait quand même un an ou deux qu'on en parle, que son nom revient dans les grands clubs. Il y a Liverpool qui a changé de coach, il y a Chelsea qui a changé de coach. Son nom était revenu. Alors ok, il a pas eu le Graal au final, mais quand même, ça en parlait de manière assez sérieuse, surtout à Liverpool. Donc déjà, ça pose un coach. Ensuite, que les rumeurs. Bah, disons que moi, quand j'ai entendu son nom au départ, je m'attendais pas à le voir venir tout de suite. Et le fait que petit à petit ça fuite dans la presse, que finalement il serait largement assez tenté d'abandonner le Sporting au milieu de saison pour venir au club, bah, ça donne forcément un a priori encore bien encore plus positif avant même qu'il n'arrive, parce que enfin voilà, c'est un club qui est en Ligue des Champions, qui est top 8 de Ligue des Champions, donc en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes, qui fait un début de saison prodigieux dans le championnat du Portugal. Et il abandonne tout ça pour une potentielle saison historique pour venir à United, qui a un bazar sans nom. Franchement, ça a remis le sourire aux lèvres à beaucoup de supporters et dont à moi d'avoir ce genre d'infos-là à ce moment-là, même si on avait un petit peu de peine aussi pour les supporters du Sporting qui ne méritaient pas ça. Ouais, d'ailleurs, il y a eu toute cette communication de Ruben Amorim autour de cette arrivée. Il parlait de cette opportunité comme le moment ou jamais pour rejoindre le club de Manchester United. On a senti, du moins, c'est ce qu'il a laissé paraître. On saura jamais si c'était sincère ou pas, mais en tout cas, qu'il y avait déjà un vrai amour pour le club et une vraie volonté de venir. Et, euh, et, et j'imagine que c'est quelque chose qui a pas été
qui a été vraiment considéré par les Oui, supporters et qui, bien sûr. qui est important pour des supporters d'un club, surtout comme tu le disais, dans un contexte assez compliqué. Bien sûr, et puis c'est pas il l'a pas dit une fois, comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il a répété. C'est quelque chose qu'il a répété au Sporting, je crois, la première conférence, après l'officialisation, où il a dit que c'était le club où il voulait être, où il a dit que il avait d'abord demandé aux dirigeants de venir en fin de saison et que les dirigeants lui ont dit, c'est maintenant ou jamais. Et il a dit, bon bah écoute, moi je veux absolument aller là-bas, donc ce sera maintenant. Donc voilà, c'est quelque chose qui, parce que franchement, avoir quelqu'un dont on sait qu'il a envie de venir, qu'il a une certaine idée du club, et surtout qu'il n'est pas rebuté par la situation, parce qu'on va en parler, il arrive dans un club qui est, bon, rien que le classement veut tout dire, enfin, il est 14e du championnat, c'est pas anodin. Donc voilà, franchement, oui, comme je dis, ça a remis le sourire à beaucoup de monde et surtout beaucoup d'espoir à tout le monde. La situation de Manchester United, parlons-en. Comme tu l'as dit, c'est très compliqué que ce soit en championnat ou en Ligue Europa. C'est Actuellement, beaucoup plus le difficilement. club est 13e de Première Oui, Ligue, 13e, pardon. 15e en Ligue Europa. Donc en Première Ligue, j'ai les stats sous les yeux, 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites. C'est, excuse-moi l'expression, indigne d'un club comme Manchester United. Oui, Comment oui. enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation sportive de Manchester United, le contexte dans lequel Ruben Amorim arrive dans ce club? Ah bah, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut savoir qu'il arrive derrière quelqu'un qui a eu les pleins pouvoirs absolus pendant au moins 2 ans. C'est-à-dire, au moins avant l'arrivée d'Ineos, sa mainmise s'est un tout petit peu édulcorée cet été quand il y a eu le changement de propriétaire. Mais les deux premiers mercato, les deux premières saisons, c'est lui, déjà. Forcément, quand ce qui a été fait par, bon, je ne veux pas dire une seule personne, mais où une personne a eu une telle mainmise sur ce qui a été fait, forcément, si ça marche pas, celui qui arrive après aura bah, beaucoup de difficultés parce que ça n'a pas été pensé stratégiquement. C'est pas un projet à long terme, c'est pas un projet stratégique qui a été mis en place par beaucoup de monde et d'où le flambeau peut être pris par un autre coach qui serait adapté ou qui lui ressemblerait au précédent. Là, voilà, il va reprendre à peu près depuis le début. La situation aussi, c'est que en championnat, on voit les mêmes soucis depuis à peu près 1 an et demi. La première saison d'Eric Ten Hag était correcte, même voire plutôt bonne, parce que troisième, c'est pas mal avec un trophée. La saison dernière a été une énorme catastrophe. Et moi, j'ai vraiment l'impression en plus que les gens ne se rendent pas bien compte de la catastrophe que ça a été l'année dernière. Je veux dire, dans les expected goals, l'équipe était 15e. Alors ok, on a fini 8e. On se dit que c'est une catastrophe. Elle aurait pu finir 15e dans les prestations sportives. Donc voilà, il arrive dans un club qui, normalement, au niveau de sa production offensive et défensive, quand on fait la moyenne, c'est 15e qu'elle devait arriver. Bon, après, c'est des maths, voilà, je sais que les stats ne veulent pas tout dire, mais enfin, ça veut quand même dire quelque chose. Il a été décidé que cet entraîneur resterait Eric Ten Hag parce qu'il a gagné la Cup et parce qu'il avait un soutien populaire que moi je trouvais démentiel. Et donc, du coup, ça a été la continuité de la catastrophe de l'année dernière. Et surtout, en fait, ça a été une catastrophe, mais enfin, dans ce genre de club, dès que tu as une telle saison, normalement, tu as un mercato où c'est comment dire, tout est remis à plat. C'est-à-dire que, bon, on peut pas continuer comme ça, il y a un problème dans la matrice, il faut tout changer. Le problème, c'est que là, ils ont gagné la Cup, donc ils se sont dit, ah, ça veut peut-être dire que ça s'est mal passé à cause des blessures, ça veut peut-être dire que ça s'est mal passé à cause de la malchance, ça veut peut-être dire que ça s'est mal passé à cause de l'adaptation de jeunes joueurs. Donc ils se sont dit, on va continuer là-dessus et on va faire un mercato de peaufinage. Ils ont fait un mercato de peaufinage. Un défenseur par-ci, par-ci, un petit jeune par-là, un autre complément offensif par-là, mais c'est pas un mercato qui a tout changé. Et donc, du coup, bah, forcément, quand on change pas ce qui n'a pas marché, bah, ça continue à mal marcher. Et donc, on a revu à peu près les mêmes catastrophes que l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui est coupée en deux, mais de façon indigne. Franchement, elle se prend un nombre d'occasions hallucinant par match. Elle se prenait, en tout cas. Et donc, du coup, voilà, l'entraîneur est parti. On a vu un petit peu de mieux avec l'intérim Merz, qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose à tirer de cet effectif. Et donc, voilà à peu près la situation dans laquelle il arrive. Dans un club qui n'arrivait pas à gagner en Europe jusqu'à la semaine dernière. Et c'était pas le Real Madrid qu'on affrontait, hein, c'était Twente et Porto, avec le respect que j'ai pour Porto. Et justement, cette situation-là, c'est aussi un argument qu'a utilisé Ruben Amorim au moment d'évoquer son arrivée à Manchester United.
enfin, de ce qui est ressorti de sa conférence de presse, c'est que justement, toutes ces complications qu'il y a eu ces derniers mois allait justement former un contexte où il serait le capitaine du navire. Et c'est ce qui l'a intéressé dans un tel projet. Est-ce que tu penses que un entraîneur qui aura la main mise sur tout l'aspect sportif, un peu dans le style manager qu'on voit beaucoup en Angleterre, c'est en partie ce qu'il a fait au Sporting. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'on attend de lui à Manchester United? Du tout. Non, non, pas du tout. Il suffit de voir le titre qu'il a. Il a le titre de head coach, c'est-à-dire de coach de l'équipe première. C'est-à-dire qu'il va entraîner. C'est quelqu'un qui va entraîner l'équipe. Mais il n'aura certainement pas un rôle de manager. De ce qui se dit, il aura forcément un mot à dire sur les profils recherchés, mais il va pas imposer des joueurs ou quoi que ce soit. Et je pense qu'à mon avis, il le sait parce que c'est dans son titre, c'est dans son contrat. Il aura pas ce rôle-là. Et j'ai envie de dire que c'est un peu dans l'air du temps parce que les derniers gros clubs qui ont réussi en Angleterre, il y a très peu de managers. Il y a très peu de managers. Arteta avait Edu jusqu'à la semaine dernière encore au-dessus de lui. Guardiola a sa clique du Barça, Begiristain et Soriano au-dessus de lui. Klopp, jusqu'à il y a 2 ans, avait Michael Edwards au-dessus de lui, même si après il est parti et Klopp a eu plus de charges à effectuer. Donc voilà, il arrive, j'ai envie de dire, comme la plupart des coachs arrivent en Angleterre, c'est-à-dire il va entraîner, il va avoir un mot à dire, mais il va entraîner, ce ne sera pas manager, ce ne sera pas Ferguson, ce ne sera pas Wenger. Ça, je pense que cette époque-là est révolue. Et comme d'habitude, notre club s'en est rendu compte un peu trop tard, comme de beaucoup de choses. Hmm. Donc c'est peut-être aussi une bonne chose de n'être entre guillemets qu'un entraîneur compte tenu de son profil. C'est un entraîneur qui reste assez jeune, qui n'a pas une immense expérience. C'est vrai qu'il a fait énormément parler de lui au Portugal, mais il n'a pas non plus une immense expérience, une longue expérience qu'auraient pu avoir certains entraîneurs qui pouvaient prétendre à ce poste d'entraîneur à Manchester United. Est-ce que pour toi, c'est plutôt une bonne chose, un peu de fraîcheur, ou alors c'est quelque chose qui va lui manquer, cette expérience du très très haut niveau? Tu sais, moi, je pense que quand on est bon, on est bon, hein. Peut-être une expérience, on le verra peut-être sur certains matchs isolés, sur des grands matchs européens, si on a la chance d'en jouer, on le verra là-dessus. Sur la durée d'un championnat, je pense pas que ça va se jouer. Je pense que si c'est un crack, c'est un crack, hein. Voilà, Arne Slot, on l'a vu, enfin, il a gagné qu'aux Pays-Bas avant, il est expérimenté, il arrive, il sait faire que gagner en Angleterre. Voilà, Mourinho, quand il arrive à Chelsea, il est bien placé pour le savoir. Ok, il a des trophées européens, mais il était très jeune, il avait une expérience qui s'arrêtait au Portugal en termes de club. Euh, voilà, non, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Si le gars est bon, il est bon. Voilà, et je pense que c'est peut-être même un atout, parce que quand on regarde les dernières personnes qu'on avait, bon, c'était Van Gaal qui avait plus de 60 ans et qui avait une carrière longue, longue comme le bras. C'était Mourinho qui avait déjà fait sa carrière largement ailleurs. Et c'était Eric Ten Hag qui, même s'il était vu comme un entraîneur jeune et excitant, il avait quand même plus de 50 ans quand il est arrivé. Il doit avoir 54, 55 ans. Donc, non, moi, limite, ça me fait plaisir parce que, en fait, c'est le premier entraîneur depuis 2013, donc depuis que Ferguson est parti, où il est, à mon avis, complètement adapté à l'ère du temps et qui est complètement adapté au club. C'est-à-dire que on a pris David Moyes dans une mission impossible parce que enfin, l'effectif était vieillissant, il ne pouvait pas s'en sortir. Van Gaal oui, il était dépassé, il était cramé. C'est sur cet entraîneur complètement rigide. Enfin, on n'a pas parlé de Van Gaal, mais il était complètement rigide, donc il n'était pas fait pour le club. Mourinho, ça s'est plutôt bien passé, mais pareil, à ce stade de sa carrière-là, c'était plutôt un type d'entraîneur à magnifier un effectif déjà construit plutôt que de construire un projet de zéro. Solskjaer, c'était pas si mal, mais c'était peut-être un niveau trop élevé pour lui, ce genre de club. Et Erik ten Hag, c'était une erreur de casting absolue, qui n'était pas sorti des Pays-Bas, donc on connaissait pas trop son pédigré ailleurs. Donc là, c'est le premier entraîneur où je pense qui est fait enfin, qui est plutôt fait pour le football d'aujourd'hui. Et on voit depuis sa récente arrivée à Manchester United pas mal de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Manchester essaye de jouer là-dessus, sur son image, sur sa proximité avec les joueurs, sur sa façon de coacher à l'entraînement aussi. On a vu pas mal d'insights ces derniers temps. Est-ce que déjà, comment ça a été accueilli
auprès de la communauté des supporters de Manchester United. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu en as pensé de ces images-là? Est-ce que tu as laissé une bonne première impression, notre Ruben Amorim? Oh, ça fait toujours plaisir. On sait bien que c'est de la com, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir parler aux fans de façon aussi naturelle, le contact avec les joueurs. Ça fait plaisir de le voir avoir du contact avec des joueurs qui ont disparu, mais qu'on espère qu'ils vont réapparaître, comme Mason Mount, comme Lenny Yoro, même si lui, le pauvre, il a pas eu de chance avec sa blessure. Voilà, ça fait toujours plaisir de le voir. Puis il est doué dans la com, ça se voit que c'est quelqu'un qui sait parler, il a toujours le sourire aux lèvres, il sait très bien où toucher, quoi dire pour faire plaisir aux fans, qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils attendent, de quoi ils sont en manque depuis 3 ans, voire même depuis 10 ans. Donc voilà, c'est génial, voilà, ça fait toujours plaisir. Même si on se doute bien que c'est de la communication et que ça va vite s'évaporer si jamais les résultats sont pas là. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas eu de match, on est dans 2 semaines de trêve, c'est parfait. Voilà, on adore, on aime tous voir ça. Bah, à titre personnel, vraiment, moi je te le rassure, c'est niveau communication, c'est vraiment impressionnant parce que rien que pour faire une petite parenthèse, c'est Ruben Amorim avant d'être un entraîneur, ça a été un joueur et très estampillé Benfica, donc qu'il a toujours décrit Oui, comme son club de cœur. Et il a joué des années au Benfica, il a joué des compétitions européennes et tout, donc il a vraiment été très proche de ce club-là. Et c'est au Sporting qu'il a le plus réussi en tant qu'entraîneur. Et il y a une vraie grosse rivalité au Portugal entre ces deux clubs de la capitale. Et il a réussi avec des numéros de communication ultra habiles et avec sincérité et avec beaucoup d'habileté à justement jongler entre cette casquette supporter de Benfica depuis son enfance et professionnel qui va tout donner pour le Sporting. Et il est aimé des c'est deux dans un clubs ou pas? exercice. Pardon? Il est aimé des deux clubs ou bien Benfica s'est un peu retourné contre lui? Bah, ça dépend de chacun, mais je pense que tout le monde au Portugal est unanime sur le fait il est prodigieux sur la communication parce qu'il a réussi à pas vraiment se mettre à dos les supporters du Benfica parce que bah déjà il a jamais manqué de respect au Benfica dans sa communication et je me rappelle en arrivant au Sporting, il dit bah j'ai jamais été supporter de ce club-là. Maintenant, il y a un truc que je préfère encore plus que tel ou tel club, c'est gagner. Et le seul truc qui m'intéresse, c'est de gagner pour le club que je représente. Donc il avait dit un truc comme ça et au final, c'était super bien passé. Et c'est là qu'on voit, et encore, il a beaucoup plus d'expérience depuis parce que c'était quand même il y a un moment. Mais c'est là qu'on voit qu'il est quand même ultra fort pour jouer avec les supporters, pour réussir à attirer l'opinion publique en sa faveur. Et ça, je pense que tu le verras à Manchester United, il est vraiment très habile quand il est en conférence de presse. Il fait très peu d'erreurs. Et c'est assez impressionnant compte tenu du peu d'expérience qu'il a. Enfin bref, fin de la parenthèse, sauf Hmm. si tu veux réagir là-dessus. Non, non, c'est parfait. Ouais, Ça va nous changer. ah, ok, un petit pic pour Ten Hag, c'est ça? Ah bah un petit peu, oui, parce que bon, il était un petit peu, comment dire, très égocentrique, si je suis un peu méchant. Il parlait beaucoup de lui. Ouais, bah non, Ruben Amorim, tu n'auras pas ce problème-là. Franchement, je pense que. Et il arrivera d'ailleurs toujours, je pense, dans sa carrière à jamais se mettre à dos les supporters parce qu'il a cette capacité-là à déjà être honnête et à paraître honnête, paraître honnête, sincère et respectueux de tout le monde. Et il s'exprime très bien, très habile. Vraiment, je pense que c'est le mot qui le décrirait mieux au niveau communication. Parlons un petit peu du sportif. Donc au Sporting et avant ça à Braga, on l'a vu exploiter un 3-4-3 qu'il maîtrise à la perfection. Donc lui-même a dit qu'il n'était pas forcément figé sur le sujet, que ce n'était pas parce qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur dans ce système-là qu'il allait l'utiliser toute sa carrière forcément. Ça pouvait évoluer, mais il y a de fortes chances quand même qu'il essaye de reproduire des dynamiques qu'il a mis en place par le passé dans sa nouvelle expérience. Est-ce que tu penses que l'effectif actuel de Manchester United pourrait être compatible avec un 3-4-3 avec des pistons assez hauts sur le terrain et, euh, et deux milieux offensifs derrière un attaquant de pointe? Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça fait tel qu'est l'effectif. Moi, je t'avoue, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait 1 an et demi que je pense que
ce club doit jouer avec une défense à 3 derrière. Moi, je pense vraiment que l'effectif a tout ce qu'il faut pour son système en 3-4-3. Déjà, il y a 6 défenseurs centraux dans l'effectif. Et c'est pas 6 défenseurs centraux avec un jeune de l'académie que personne connaît et un type qui est au placard qui va partir. Ce sont vraiment 6 défenseurs centraux, 6 internationaux. Il y a Martinez, De Ligt, Euro, qui a quand même été recruté très cher, Maguire, Lindelof et Johnny Evans. Johnny Evans qui a pas fait une erreur depuis qu'il est là. Il a beau avoir 36, 35, 36 ans, il n'a pas fait une erreur depuis qu'il est là. Donc on peut se moquer de son âge, mais en plus dans un système à 3, ça va plutôt avantager ce genre de profil un peu sur la fin. Donc déjà au niveau défensif, il a ce qu'il faut. Ensuite, le problème sera peut-être le piston gauche. Mais le piston gauche, franchement, ce poste de piston gauche sera un bien plus gros problème s'il jouait en défense à 4 où il cherchait un arrière gauche traditionnel plutôt que à 3 derrière. Parce que c'est Luke Shaw le titulaire et Malacia à la doublure. Les deux, on ne sait pas où ils sont. On les voit plus. Ils ont disparu de la com du club, ils sont blessés. Je sais pas, ça fait un an. Je... Shaw est réapparu pour la finale de l'Euro, je crois. Non, je sais, j'en suis sûr. Il est réapparu avec l'Angleterre, mais sinon avec le club, ça fait un an qu'on le voit plus. Et bon, ils sont réapparus à l'entraînement il y a quelques jours quand même, c'était pour la blague. Mais enfin, c'est pour dire qu'ils sont jamais là. Voilà, depuis qu'ils sont là, les deux, ils ne jouent jamais. Donc s'ils cherchent un arrière-gauche traditionnel, ce sera pas possible. En tant que piston, c'est mieux. En tant que piston, c'est mieux parce que moi, je pense qu'il y a Garnacho qui est plutôt un ailier, mais qui est très largement compatible avec ce poste de piston parce que c'est quelqu'un qui court énormément, c'est quelqu'un qui a un volume de course monstrueux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de défendre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de percussions offensivement. Donc voilà, ce sera plutôt un piston rentrant, mais je pense que ça peut lui aller. Au milieu de terrain, donc c'est plutôt il serait plutôt deux au milieu de terrain, donc il y a quatre milieux dans cet effectif. Ça dépend des moments, mais globalement assez fiable. Il y a Ugarte qui l'a connu, même si moi je suis pas très fan du profil du joueur, ça reste un joueur qu'il a connu, qu'il a réussi à faire briller. Il y a Kobe Mainoo, il y a Casemiro, il y a Eriksen. Là aussi, quatre internationaux de haut niveau. Mainoo était titulaire à la finale de l'Euro. Casemiro, je le présente pas, Eriksen non plus. À droite, il a ce qu'il faut, parce que Mazraoui, c'est juste le meilleur joueur du club depuis le début de saison. Et devant, en fait, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que les deux joueurs offensifs derrière l'attaquant, s'il veut mettre deux profils plutôt numéro 10, il pourra, parce qu'il y a Bruno et Mason Mount. S'il veut un profil ailier et un profil plutôt 10, il pourra, parce que des ailiers, il y en a aussi dans le club. Il y a Rashford, il y a Garnacho, il y a Anthony, il y a Amad Diallo. Et pour le poste de 9, il n'a pas des neufs terribles, mais il y a quand même deux neufs qui sont très jeunes et qui ont prouvé ailleurs qu'ils étaient costauds et qu'au des Zirkzee. Donc vraiment, moi je trouve que cet effectif a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut, pour faire ce dont il a envie sur le terrain. Je ne parle pas du niveau des joueurs, je veux dire, c'est des joueurs de bon niveau, peut-être qu'il y aura des joueurs à améliorer, notamment devant. Moi je pense que le secteur offensif est dramatique. Sur le reste, ça va mieux. Mais en tout cas, en termes de profil, il a ce qu'il faut pour faire ce 3-4-3. Et je dirais même que c'est le système qui est le mieux adapté à cet effectif. Donc, tu parles d'un effectif qui est finalement assez complet avec, même sans parler de l'aspect qualitatif, niveau profil, niveau complémentarité. De ce que je comprends, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de complémentarité dans cet effectif. Sauf Parlons. dans un domaine qui est quand même le plus important, j'en ai un petit peu parlé, je veux dire, fi- c'est les buts. Enfin, il n'y a personne qui met des Finir, buts ouais. dans cette équipe. Ouais. Et ça, c'est quand même dramatique pour une équipe. C'est-à-dire qu'Ojlund, sa meilleure saison, c'est 10 buts, c'était l'année dernière. Bon, En je veux fait, bien être gentil et dire qu'il a 20. De quoi? faut rappeler Van Nistelrooy, mais pas pour être coach, pour marquer des buts. Je pense qu'il aurait pu en mettre plus que ceux qui sont là. Il a mis 10 buts Mais l'année dernière, Ojlund, c'est pas mal. Enfin, cette saison, il en a un seul. Et je veux bien être gentil et dire qu'il a 20 ans. Bon, enfin, ça fait un an et demi qu'il est là, ce serait bien de voir quelques buts. Il y a Zirkzee Capello a bien décrit le problème de Zirkzee parce qu'il a dit en Italie, il avait le temps de voir, il avait le temps de regarder autour de lui tout ce qu'il y a et de choisir, prendre sa décision. En Angleterre, il a à peine le temps de penser qu'il se fait prendre la balle, donc il a besoin de s'adapter. Et les ailiers, c'est pas des ailiers qui marquent énormément de buts, voilà. Donc parce que Rashford a disparu, ses bonnes prestations ont disparu. Donc voilà, son très gros problème, ce sera de trouver des joueurs qui puissent mettre des buts à un moment donné. parlons mercato, peut-être que ça viendra de là. Donc, je ne sais pas comment Manchester United envisage ce mercato. Déjà, quel rôle aura Ruben Amorim? Est-ce qu'il aura déjà son mot à dire sur le mercato hivernal? Est-ce que ce mercato
sera lui-même agité ou pas du côté de Manchester United? Est-ce qu'ils ont prévu de se renforcer par rapport au classement actuel, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat? Comment Manchester United va aborder ce mercato qui va finalement arriver assez rapidement? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait du mouvement, honnêtement. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait du mouvement parce qu'il y a quand même, il y a déjà eu beaucoup de dépenses cet été. Parce que le club n'a pas eu de Ligue des Champions cette année. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de huitième de finale de Ligue des Champions cette année. Il n'y a pas eu de printemps européen. Il n'y a même pas eu de printemps européen. Je ne vais pas faire pleurer dans le chaumière. United se sortira toujours financièrement. Il y a un milliardaire derrière. Il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche qu'avec les nouvelles règles du fair play financier en Angleterre, c'est pas porte ouverte comme ça a pu l'être avant. Ça m'étonnerait beaucoup, mais beaucoup, qu'il ait du renfort de poids cet hiver. Peut-être un joueur, mais ce sera pas notable. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a peu d'équipes qui ont pu se renforcer au mercato d'hiver, à part quelques exceptions. Il y a une autre compétence de Ruben Amorim sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est la capacité à travailler avec les jeunes joueurs, à faire éclore des jeunes, notamment du centre de formation. On l'a vu au Sporting, des profils comme Nuno Mendes, plus récemment Giovanni Kenda. Ce sont des joueurs qu'il a sortis, qu'il a parfois même changé de poste. C'est le cas de Giovanni Kenda, pour leur permettre de rapidement être au très haut niveau. C'est quelque chose sur lequel on peut l'attendre aussi à Manchester United en tant que coach habile sur la formation. Plutôt oui, parce que déjà, ne serait-ce que dans l'effectif professionnel actuel, il y a énormément de jeunes joueurs, à peine de très jeunes joueurs, hein, qui ont moins de 20 ans. Il y a Garnacho, il y a Negui Yoro, il y a Mais Kobe nous, Mainoo, il y a quelques jeunes encore un tout petit peu plus âgés, qui ont plutôt 22 ans, type Amad Diallo, qui n'ont pas encore complètement développé, qui sont pas encore arrivés à maturation, donc ont besoin d'un coach qui les développe. Ensuite, pendant longtemps, Carrington n'a pas vraiment sorti de joueurs de la formation qui avaient le niveau d'United. Quand je dis vraiment, c'est-à-dire entre 2013 et 2020, il n'y a pas eu grand-chose à part Rashford. Les Rashford, ouais, autres, c'est ce que tu j'avais en tête. regardes, ouais, voilà, à part Rashford et Greenwood, Greenwood, qui n'est ouais. plus là, on sait pourquoi. Voilà. Les autres, tu regardes, c'est des joueurs qui sont en troisième division anglaise, c'est des joueurs qui ont disparu dans des divisions de l'Est, etc. C'est déjà très bien d'être au niveau professionnel, mais c'est pas du niveau d'United. Ça a un petit peu changé depuis quelques années. Il y a Garnacho, il y a Mainoo, il y a quelques joueurs que pas grand monde connaît encore, mais qui arrivent à United, qui s'appellent Lacey. Il y a Obi Martin qui a signé il n'y a pas longtemps, qui a encore 17 ans, 18 ans. Donc voilà, qui pourront se développer. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel il sera attendu, en tout cas, ou qui sera attendu peut-être pas, enfin, il sera surtout attendu sur les résultats, mais dont la compétence sera bienvenue. Donc pour terminer, j'aimerais parler des ambitions de Manchester United et des exigences qui vont être placées en Ruben Amorim sur cette première saison. Donc déjà, quels sont les objectifs moyen terme du club sur cette saison, sur la préparation de la saison prochaine notamment? Alors, United a pendant très longtemps, avant l'arrivée des nouveaux propriétaires, fait l'erreur, quand ils viraient un coach en pleine saison, de prendre un intérimaire, de dire bon, on va voir comment ça va se passer cette fin de saison et on verra la saison d'après. Là, je suis très content qu'ils aient pas fait le cas, qu'ils aient pas fait ça. Et donc moi, je pense vraiment qu'il faut pas penser à la saison d'après tout de suite, qu'il faut continuer à penser à cette saison. Il y a des choses à récupérer cette saison, il y a des choses à viser cette saison. Certes, le club est 13e, il n'est qu'à 6 points de la Ligue des Champions. Il n'est qu'à 6 points de la Ligue des Champions, ce qui veut dire il y a un ventre mou qui a à peu près tous le même niveau en Angleterre, qui peut être attrapable avec deux. Tu sais, une équipe perd deux matchs, une autre gagne deux, elle passe de la 15e à la 10e, à la 9e. Donc voilà, il y a des choses à récupérer cette saison. Moi, je pense que le top 4 ou à minimal top 5 si les Anglais réussissent à bien se débrouiller en Coupe d'Europe, et quand même pour dépendre que tout de même, le top 4 est largement atteignable, mais largement atteignable cette saison. Et de vivre des émotions en Coupe d'Europe, voilà, de vivre des émotions en Coupe d'Europe en Europa League, parce que la dernière émotion européenne qu'on ait eue, c'est quoi? C'est la double confrontation contre le Barça. C'est un 16e de finale d'Europa League. Tu te rends compte à quoi on en est réduit? C'est un 16e de finale d'Europa League il y a 2 ans. Donc voilà, vivre des émotions en Coupe d'Europe, arriver, c'est-à-dire en quart, en demi, quand on voit la liste des équipes en Europa League, il y a quand même largement la place d'arriver à ces stages-là. Il n'y a plus
d'équipes de Ligue des Champions qui seront reversées. C'est ça. Donc voilà, vivre des émotions européennes, c'est-à-dire arriver en quart, en demi, en finale, enfin au moins en demi, et un top 4. Voilà. Et moi, je pense que tout ça, c'est faisable. Ce ne sera pas considéré comme un échec s'il ne l'a pas, bien sûr, mais c'est pour moi un objectif qui n'est pas irréalisable et qui serait atteignable, qui est largement atteignable. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que justement les difficultés qu'on a évoquées à Manchester United depuis le début de saison et même sur la saison précédente, est-ce que ça peut être justement un facteur atténuant pour Ruben Amorim si c'est amené à prendre un petit peu plus de temps que prévu et finalement quelle va être l'exigence placée en Ruben Amorim sur cette première saison? Ah, on l'attendra pas au tournant, bien sûr que non. Mais moi, j'ai toujours pensé ça avec les coachs, que ce soit United ou ailleurs. C'est que le temps, il n'y a pas de souci pour laisser du temps, il n'y a pas de souci pour être patient, il n'y a pas de souci pour accepter une série de résultats un peu moins bonnes, que ce soit 2 mois, 3 mois, même 6 mois, il n'y a pas de souci. Mais pendant ces 6 mois, il faut voir quelque chose. C'est-à-dire que tu peux pas perdre en concédant 30 tirs par match comme l'an dernier, et là te dire, oui, t'inquiète, ça va venir l'année prochaine, etc. Ok. Euh, voilà, il peut finir septième, huitième, mais si on voit quelque chose, si on voit des actions mémorables, si on voit une philosophie qui commence à se dégager, si on voit des bases qui commencent à arriver, bah là, oui, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça dépendra de ce qu'on verra sur le terrain, en fait. Ça dépendra beaucoup de ce qu'on verra sur le terrain. Mais il y aura de la patience. Il y aura forcément un peu de patience. Mais faudra pas faire des matchs à 30 tirs concédés par match. C'est ça que je veux dire. Mais je doute pas un instant que ça arrive. Je suis persuadé que ça n'arrivera pas. Bon, et au pire, t'es habitué, hein, de toute façon. Ah non, justement, parce que aussi bas qu'on a pu descendre avant, là, les 2 dernières années, je les avais jamais vécues, hein. Vraiment, je peux dire que 30 tirs par match, j'avais jamais vécu ça. Même au plus bas de l'époque Moïse, même au plus bas de l'époque Mourinho, Solskjaer, jamais. Écoute, on verra bien, on On verra verra bien, mais bien. en tout cas, on est quand même plutôt optimiste. Je sens qu'il y a pas mal d'optimisme quand même dans Ouais. tes propos concernant l'arrivée de Ruben Amorim. Premier test ce dimanche après-midi. On verra bien Ouais. déjà si ça peut lancer peut-être une série, une bonne dynamique et essayer d'enchaîner par la suite parce qu'il y aura la Ligue Europa qui va arriver juste derrière. Donc, ça va s'enchaîner. Il y aura un match contre Manchester City qui arrive dans pas longtemps aussi, je crois mi-décembre. Un adversaire Effectivement. qu'il connaît déjà bien et qui l'a parfaitement battu cette saison déjà. Ouais. Je suppose que ça Ce vous sera a pas fait aussi plaisir aussi. facile, je pense, cette fois. Ce sera pas Bon, aussi peut-être qu'il facile. a, peut-être qu'il a la recette. Il a la recette magique. On Peut-être. verra bien. En tout cas, voilà, Ouais. c'est la fin de cette émission. Je voulais vraiment te remercier d'avoir pris Merci le à temps toi. de nous apporter ta lumière sur la situation, sur la situation de Manchester United dans un premier temps, mais aussi ton regard sur l'arrivée de Ruben Amorim. C'est vraiment voilà, un sujet qui nous passionne en ce moment, qui a une vraie hype autour de son arrivée. On l'a vu au Portugal, on l'a vu exceller au Portugal comme quasiment personne l'a fait avant lui. Et là, on a vraiment envie de voir ce que ça donnera dans ce qu'on considère à peu près tout le monde comme le meilleur championnat du monde. Donc, on a vraiment hâte de voir ça. Donc, c'était très intéressant de faire cette émission avec toi. Je t'en remercie. Merci à toi. C'était cool. Et je t'invite à faire ta promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit à titre personnel ou à travers le média francophone spécialisé sur Manchester United? Ouais, bah c'est Manchester United France, arrobase, MUnitedFR comme je l'ai noté là, et à titre personnel, c'est arrobase FaceMU, FAY2S, MU. Mais voilà, c'est moins important que le compte de United, et sur les comptes YouTube et TikTok aussi de United, on poste régulièrement quelques vidéos d'actualité et d'histoire. Bah, allez suivre ça vraiment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission jusque-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United, vos espérances par rapport à cette première saison hors du Portugal pour Ruben Amorim. Et je vous invite, si ça vous a plu, à partager l'émission, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Ciao.